Et on est en direct. C'est parti. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, ou plutôt bonsoir. Il est 19h03. On a 3 petits minutes de retard. On a fait en sorte d'être productif et d'être avec vous le plus rapidement possible ce soir. Ravi d'être avec vous. C'est la rentrée, en tout cas la rentrée est derrière nous. Vous êtes sans doute, si vous êtes avec nous ce soir, plein de bonnes résolutions. Peut-être même que vous avez changé de boulot. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous êtes là, c'est que vous voulez vous challenger et améliorer votre productivité. Alors ce soir, il n'y aura pas de recette miracle. Par contre, il y aura du bon sens, il y aura beaucoup de rationalité, il y aura des conseils utiles. Donc bienvenue à tous. Si ce que vous cherchez, c'est de la productivité, vous avez frappé à la bonne porte. Moi, je suis Vincent, je suis entrepreneur et je suis ancien directeur chez Madines. Et juste pour commencer, merci à Raise Ventures qui est l'organisateur de cette soirée. Vous connaissez peut-être déjà tous Raise. Raise Ventures, c'est juste en quelques mots, c'est le fonds VC de Raise qui intervient sur un périmètre assez large, du seed jusqu'à la série B, avec un fonds de 100 millions. Donc voilà. Voilà, au nom de l'équipe Raise. Donc je fais pas partie, mais en tout cas qui m'a fait le plaisir de m'inviter et de nous inviter tous les quatre. Bien n'hésitez pas à les contacter si vous avez la moindre question sur leur sujet. Et de notre côté, eh bien on va parler de productivité. Comme je vous disais, on a la chance d'avoir 3 profils assez complémentaires, entrepreneurs, investisseurs, experts en neurosciences. Donc, je pense que on a tout ce qu'il faut autour de la table, une belle petite brochette pour débattre sur ce sujet. Ils sont déjà avec nous. Jean de la Roche-Brochard, qui est Managing Partner chez Kima Ventures. Salut Jean. Hello. Salut. Ensuite, Jérémy Coron, qui est avec nous aussi, expert en neurosciences, appliqué à performance professionnelle. On va s'en parler. Bonjour. Jérémy. Et pour finir, Laura Bokob. Je savais que j'allais écorcher ton nom, Laura. Bokobza. 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 Waouh, la diction du mec. Laura, excuse-moi. Bienvenue avec nous, qui est business sparring partner, passé par pas mal de grands groupes et aujourd'hui à la tête de ta propre entreprise avec un gros sujet sur la productivité. Tu accompagnes pas mal d'entrepreneurs, mais ça, on va s'en reparler juste après. Bonjour, salut. Écoutez, je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Peut-être pour contextualiser déjà, nous expliquer tous les trois en quoi la gestion du temps elle est clé dans votre travail au quotidien. Et puis après, on rentrera sur des sujets et des questions un peu plus spécifiques. Laura, si tu veux commencer. Oui, bien sûr. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Donc, moi, la productivité, dans le titre de cet événement, il y a la productivité, mais il y a l'équilibre vie pro, vie perso. Et moi, c'est l'équilibre vie pro-vie perso qui est super important dans ma vie aujourd'hui. Moi, je suis maman d'un enfant de 10 ans. Je suis aussi bénévole dans pas mal d'associations ou de collectifs, qui ont trait aussi bien à des choses vraiment très personnelles comme l'association des parents d'élèves de mon fils ou beaucoup plus liées à mon univers professionnel comme le collectif du Digital pour tous, qui est un collectif bénévole autour de l'inclusion numérique pour combattre l'électronisme. Il y a quand même encore 17% des Français qui n'ont pas accès tout type d'accès au digital et c'est un drame. Donc j'ai besoin d'être efficace dans tout ce que je fais de façon à ce que ça rentre dans les journées de 24 heures. Merci. Très clair, effectivement, on comprend mieux le sujet de productivité. Jean, si tu veux continuer. Yes. Moi, je m'occupe des investissements startup de Xavier Niel, le fondateur de Free. On est une petite équipe de 3 et on voit passer, je sais pas, 200 dossiers par semaine à peu près. On doit faire une quarantaine de meetings, on doit recevoir 300 emails par jour et on doit faire 2 deals par semaine au milieu de tout ça, avec tout ce qui s'accumule, évidemment, de semaine en semaine. Et donc, ça demande d'être plutôt organisé, quoi, parce qu'on se fait vite déborder. Donc, il y a du taf. Tu vas nous expliquer tout ça après, comment tu gères tout ça. Et pour finir le tour de table, Jérémy, ce rapport à la productivité. Yes, de mon côté, je rejoins beaucoup Laura par rapport à ce qu'elle a pu dire, notamment par rapport aux enfants. Et j'ai un enfant qui a bientôt 3 ans de mon côté, donc alternant entre l'école, le côté entrepreneuriat, ma femme qui est enceinte également, qui accouche potentiellement ce soir, on verra bien. Donc beaucoup de... Félicitations. Merci. Logiquement, c'est prévu pour la fin du mois, donc ça peut arriver à tout instant. Donc je peux potentiellement vous quitter, on verra bien. Donc c'est vraiment allier le côté pro, perso qui m'intéresse dans la gestion du temps. Et c'est réellement pouvoir profiter à l'instant T également des différents temps, on va dire, le temps personnel et le temps professionnel. Et ne pas avoir un temps pro qui influe sur le perso. Ne pas penser au pro pendant que je suis avec mon fils, par exemple. Donc, plus on gère son temps efficacement, plus on peut dissocier ces formes de temps, je trouve. Et c'est là que c'est intéressant.
Donc, bien dissocié. Merci à tous les trois. Petite parenthèse, on est ensemble pendant 1 heure, 40 minutes d'échange tous ensemble, enfin tous les 4, et ensuite 20 minutes de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à préparer vos questions si vous en avez. Et pour celles et ceux qui demandent s'il y a un replay, évidemment, on est sur Livestorm, ils font les choses bien, et donc vous recevrez un lien vers le replay directement après. Première question, deuxième question pour Jean et Laura. Moi, Jérémy, tu peux aussi nous répondre. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui va intéresser, je pense, les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, c'est votre routine. Est-ce que vous avez des routines déjà? Est-ce que vous avez des rituels, une organisation particulière au quotidien qui fait que vous arrivez à être productif ou content de votre productivité? J'y vais, Jean? Je commence? Vas-y. Alors moi, j'ai des routines. J'ai énormément de routines. C'est même ridicule tellement j'ai des routines. C'est-à-dire, mon fils connaît mes routines de boulot, quoi. C'est à ce point-là. Donc oui, moi, je suis très organisée par routine, par rituel, parce que ça me permet de me focaliser. En fait, la productivité, c'est pas faire plus, c'est faire plus intelligemment, en fait. Donc, il y a chacun son truc. Moi, pour me concentrer, si ça tombe dans une routine, c'est mieux. Donc oui, j'ai des organisations et j'utilise le fait que je suis une lève-tôt pour en particulier rentrer des trucs entre 5h et 7h du matin parce que là, je dérange personne et personne ne me dérange. Ça, c'est un sujet dont on va se parler après parce que se lever à 5h du matin, toutes ces logiques de productivité, etc. Enfin, on va s'en parler notamment avec Jérémy, savoir s'il faut vraiment se lever à 5h du matin pour être productif. Est-ce que ça marche si tu as regardé une série jusqu'à minuit, quoi, tu vois? Je tombe du lit, c'est pas un réveil, hein. Donc c'est une chance en fait. Mais ça aussi, on va en parler de comment s'appuyer sur ses forces, je pense. Ouais, comment tu optimises tout ça? Ok, très clair. Et toi, Jean? Ouais, la routine, c'est clé parce que c'est ce qui permet de prendre conscience du temps. Donc, tu as un périmètre de temps donné dans une semaine. Si tu n'as pas conscience de ce périmètre, tu ne sais pas si tu es dedans ou dehors. Et donc, la routine, elle sert aussi à ça. Et puis, elle sert aussi à découper les moments entre est-ce que tu es face à toi-même et tes emails, et donc rentrer dans un flow, ou dans des rendez-vous avec des gens et rentrer dans un flow qui est un flow différent parce que c'est un flow d'interactivité, ou un flow qui est un flow de réflexion, de lecture, de prise de recul, et qui est plus... et voilà. Et donc, moi, mes journées sont systématiquement découpées entre une phase productive, une phase interactive et une phase que j'appelle inductive, qui est une phase de réflexion que j'utilise quand je marche, quand je me balade, tout ça. Et tu arrives à avoir quand je dis routine, vraiment à démarrer à 1 heure à peu près similaire à chaque fois tes journées, les finir à peu près même heure? Ah bah c'est facile, hein. Moi, à 7h du matin, je suis parti pour emmener mon fils à l'école. Donc, il était posé à 7h25, à 7h45 chez la maison. J'ai le dernier quart d'heure avec mes 2 autres enfants avant qu'ils partent à l'école. Et à 8h, je suis sur ma table de travail. Ok. On va parler de la vie, on parlera un peu de la vie de famille après et le pro perso et en quoi, parce que la productivité ici, on se parle de productivité vraiment pro pour ton entreprise, mais de savoir comment le perso peut influer en bien. De manière encore plus concrète, vous avez parlé de vos routines. Qu'est-ce que vous utilisez comme outil en particulier pour gérer cette organisation? Est-ce qu'il y a des outils d'ailleurs? Moi, je suis une maniaque du calendrier déjà. Là, je suis une maniaque du calendrier. Même les temps j'aime bien le mot inductif, Jean, je te le pique. Ok. Parce que j'organise en fait ma journée exactement comme toi, mais j'avais pas les mêmes mots, mais j'adore, donc je vais prendre ça. Les temps, même les temps inductifs, je les planifie. Et donc le calendrier, pour moi, c'est l'outil de base. Après, j'ai une Notion, parce que j'ai bientôt 50 ans et j'arrive plus à me souvenir d'autant de trucs que quand j'en avais 25. Intéressant. Moi, je suis bordélique de nature, donc je prends jamais de notes. Donc, j'ai ni cahier, ni outil de notes. Et ma vie, en fait, c'est mes emails. Mon calendrier aussi. Et dans mon calendrier, j'aime bien avoir des blancs. Je déteste remplir mes moments de focus ou de réflexion dans mon calendrier. En fait, mon calendrier, il va bien quand il est bourré de blancs. Et donc, quand il y a du temps pour justement travailler ou gérer des urgences ou des choses de dernière minute. Je crois que c'est Warren Buffett qui disait, si je ne peux pas vous voir demain, c'est que je ne peux pas vous voir du tout. Bah, moi, c'est un peu la même chose. J'aime bien me dire que si je dois voir quelqu'un ce soir ou demain, en fait, je peux, sans que ça pose un problème sur mon organisation. Et après, il y a WhatsApp et Telegram qui sont un véritable enfer, parce qu'en fait, on termine la semaine avec 70 messages non lus. Et là, ce que je fais, c'est que je traite les urgences quand ils arrivent, et puis je traite ça, sinon le reste, dimanche soir, par non lu. Donc, ce qui demande vraiment de prioriser pour le coup. Ce qui demande vraiment de prioriser. Et est-ce que d'ailleurs, ça veut dire aussi que faut savoir dire non, en tout cas, il faut savoir ne pas traiter certains sujets pour pouvoir mieux traiter avec réactivité?
faut traiter tout, hein. Si tu ne traites pas, en fait, tu crées un backlog qui te reste dans la tête et en fait, tu ne le vois pas, mais ça t'encombre. Il faut traiter les choses. Dire non, c'est se libérer l'esprit. Et moi, Ouais, c'est important ça. Je suis hyper d'accord. La mémoire tampon, moi, je veux me libérer ma mémoire tampon, en fait. C'est super important. Et donc, du coup, typiquement, tu parlais d'outils, je vais certainement pas, par exemple, avoir de notifs. Il y a les outils qu'on utilise et puis il y a les outils que moi, je refuse d'utiliser. Les notifs, c'est de l'agression en permanence, quoi. Et c'est moi qui décide quand je fais quelque chose, c'est pas mon téléphone ou mon ordi qui me disent « Coucou, je suis là ». Ça marche pas, ça. Ouais. Et comment est-ce que la productivité pour vous c'est un sujet très perso individuel et comment est-ce que vous gérez ça avec le collectif, avec les gens avec qui vous travaillez? Vous avez plusieurs personnes autour de vous respectivement. Est-ce que tout ça vous offrez un accès au calendrier, à tous ces outils pour que les gens puissent vous suivre au quotidien, ou est-ce que vous gérez tout seul et en fait vous faites en sorte que ça soit le plus individualisé et que ça soit pas trop collectif finalement? C'est un vrai sujet. Moi je suis consultante indépendante et j'accompagne des entrepreneurs et des dirigeants et je suis au board de certaines startups aussi, donc je les accompagne d'une autre façon. Enfin, en tout cas, je suis obligée de m'adapter en fait à tout à leur mode d'organisation. Alors, je leur apporte beaucoup de structure, mais c'est plus des schémas déjà le fait qu'il faut structurer et s'organiser, mais pas forcément des outils parce que je crois que c'est très personnel en fait. Bien sûr. On a toujours tendance quand on fait un sujet, on a toujours tendance à essayer de prendre des exemples. Alors, je sais pas si vous considérez comme des exemples. Je pense pas qu'on soit un exemple, mais en tout cas, on a essayé, voilà, de prendre ce soir des personnes qui peuvent donner des conseils, donc être des exemples. L'idée, c'est de pas créer non plus un climat anxiogène avec avec cette sensation pour certains qui nous regardent qu'en fait, ils n'arriveront jamais à atteindre le Saint Graal qui est une super productivité, à se lever à 5h du matin. Jamais de toute manière. Donc, ouais. Comme ça, tu es tranquille. Hein. Et bien justement, par rapport à ça, j'aimerais qu'on s'en parle, et notamment avec toi, Jérémy, parce que tu fais un travail quand même sur ce sujet qui est assez rationnel. Qu'est-ce que tu dis aux personnes qui nous regardent pour les rassurer, qui certainement ont essayé plein de choses, ont essayé pas mal de choses sans succès? Qu'est-ce que tu leur dirais pour leur dire que bon, il ne faut pas s'inquiéter, hein, clairement? En fait, ce que j'aimerais dire par rapport à tout ça, c'est que, Jean, je crois qu'il y a ta fille qui est derrière ou un enfant. Bienvenue. Non, ce que j'aimerais dire par rapport à tout ça, c'est qu'on parle beaucoup d'outils, on parle beaucoup de moyens, de leviers, j'en passe, mais on oublie souvent de l'équation le cerveau et l'organisme humain. Et en fait, souvent, les gens ont tendance à s'imposer des tâches compliquées quand le corps n'est pas prêt à les recevoir. Je m'explique. En fait, au niveau du cerveau humain, il y a des phases dans la journée qui sont des phases d'énergie et des phases en fait de creux d'énergie. Et en fait, si une personne décide de faire une tâche cognitivement complexe sur un creux d'énergie, forcément, elle va droit dans le mur. Elle aura beau essayer, etc., forcément, ça ne marchera pas. L'exemple le plus probant, souvent, c'est après manger. Quand on fait un bon repas, on essaie de bosser à 13h30, on est lessivé, on avance à l'envers, ça ne marche pas. En fait, le corps, c'est simple, c'est comme si c'était une voiture, tout simplement. Et des fois, on a un moteur de Twingo, et des fois de Ferrari. Et quand on veut bosser à fond avec un moteur de Twingo, ça ne fonctionne pas. Et à l'inverse, si on veut bosser tranquillement avec un moteur de Ferrari, on gâche un peu son potentiel. Et en fait, le truc à savoir par rapport à ces phases de pic d'énergie et de creux d'énergie, c'est qu'ils sont propres à chaque individu. Et là, on parle notamment d'une notion qui s'appelle la chronobiologie et de chronotype, dont on parlera juste après, je crois, Vincent. Il y a une question par rapport à ce sujet-là, donc on va teaser ça pour l'instant. Et en fait, ce qui est intéressant avec ces notions de chronotype et de chronobiologie, le fait de connaître ces pics d'énergie et ces creux d'énergie dans la journée, c'est parvenir à dater précisément son agenda. Jean en parlait, Laurent en parlait, avec des périodes bloquées, typiquement, pour des phases soit principales, où réellement on va faire un travail qui est très compliqué, qui est très demandeur en termes d'énergie, où on va justement bloquer cette phase-là sur un pic d'énergie, et des phases plus secondaires, typiquement comme traiter ses emails, comme faire de l'administratif, comme affranchir du courrier, peu importe, qui là sera plus dédié sur une phase dite d'énergie secondaire ou de fatigue carrément. Donc l'idée réellement, quand on connaît comment fonctionne son corps, on peut réellement adapter précisément ses tâches à son niveau d'énergie. Et là, c'est intéressant. Et du coup, une personne qui potentiellement galère avec des outils aujourd'hui, galère potentiellement à cause de ça, à cause de la décorrélation entre son niveau d'énergie et ce qu'elle veut faire en parallèle. Donc ça, c'est intéressant aussi à avoir à l'esprit, je pense. En fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que on est tous biologiquement différents et donc en fait, on peut pas se caler et se calquer sur le modèle des autres parce qu'on est différents. Alors, si je comprends, c'est que tout ce système, cette tendance autour du développement personnel, est-ce que j'abuse en disant que ça fait pas sens parce que avec cette tendance-là, on a tendance à mettre tout le monde dans les moules et c'est de pousser un schéma à tous.
Est-ce que je me trompe en disant que c'est un modèle qui est pas viable finalement? Pour moi, c'est pas viable et j'aime beaucoup une citation de Frédéric Delavier, qui est un essayiste, qui dit très souvent: quand on veut, on peut, sauf quand on peut pas. En fait, si le corps humain n'est pas prêt, n'est pas énergétiquement disponible, on a beau essayer, on ne pourra pas. Je ne dis pas que c'est impossible de travailler avec un corps qui n'est pas au minimum de son potentiel, mais on ne va pas avancer aussi vite qu'on aimerait avancer. Et là, on vient un peu à l'image de la métaphore avec la voiture, avec le moteur de Twingo ou de Ferrari. Donc effectivement, Laura parlait tout à l'heure du fait de se lever tôt. Elle est programmée pour, elle peut le faire, c'est dans son code génétique en quelque sorte, c'est dans le mien également. Jean, je ne sais pas, Vincent, je ne sais pas. Mais une personne qui n'est pas programmée pour pourra certes se lever tôt, mais une fois réveillée, elle ne sera pas alerte. Le cerveau sera encore dans le lit en quelque sorte, et notamment le cortex préfrontal, qui est la zone juste ici, qui gère notamment les émotions, donc tout ce qui est énervement, agacement, difficulté de concentration. Si le cerveau justement est en mode mauvaise gestion des émotions, on ne pourra pas travailler efficacement. On va certes avancer, mais pas aussi bien qu'on pourrait avancer. Comment on définit son chronotype pour savoir si justement on est fait pour être du matin, pas du matin? Alors, je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais il y a un super livre à propos de ça qui s'appelle Quand, en français, donc Quand, Q-U-A-N-D, du docteur Michael Bruce, donc, qui a créé notamment cette notion de chronobiologie avec 4 profils que sont le loup, le lion, l'ours et le dauphin. Également, il y a des tests qui sont présents en ligne. Si jamais ça peut vous intéresser, vous tapez chronobiologie test. Et moi, de mon côté, j'ai aussi fait un test tout simplement sur mon site. Si ça peut vous intéresser, je pourrais mettre le lien sur le chat. Ou notamment, à la suite du test, je vous envoie votre planning de chronoproductivité. Donc, typiquement, le planning avec les phases et les périodes dont je parlais de pic d'énergie et de creux d'énergie. Comme ça, les gens peuvent adapter à partir du planning-là leur tâche au quotidien. Ok, donc, super si ça intéressant. peut intéresser, j'ai le lien sous les yeux, donc je peux le partager dans le chat. Ouais, preneur, parce que je pense que cette part de rationalité est quand même hyper importante pour apprendre à se connaître. On reviendra tout à l'heure sur justement le mieux se connaître de manière générale, mais je pense que c'est hyper intéressant. J'ai une question. Alors Jean, imagine que toi, quand tu rencontres un entrepreneur, le chronotype, de manière vulgaire, tu t'en fous un peu. Ce qui compte, c'est que le type il ait une vision et qu'il soit productif. C'est qu'il en chie. De quoi? J'ai pas entendu. C'est qu'il en chie, tu vois. C'est qu'il en chie. Ouais. Du coup, au niveau de son chronotype, de toute manière, il est dans la merde, hein, parce que ces journées vont pas être de tout repos, quoi. Hein. Ton taf, hein, j'imagine que déjà c'est de mesurer. Alors c'est quelque chose de, enfin c'est pas rationnel, mais c'est de mesurer le potentiel de l'entrepreneur et donc, au-delà de sa vision aussi, voir dans quelle mesure il va être productif sur la durée. Est-ce que au-delà d'investisseur, j'imagine que ton métier, ton rôle, c'est aussi de les conseiller sur ces sujets-là. Qu'est-ce que tu leur dis aux entrepreneurs quand tu te rends compte que ils sont pas au niveau sur ces sujets-là? Comment tu les conseilles? Écoute, la vérité, c'est que je ne les conseille pas sur ces sujets-là. Généralement, j'ai des entrepreneurs qui sont plutôt alertes là-dessus et qui ont été forcés à être alertes parce que, comme moi, à un moment donné, ils se sont retrouvés dos au mur avec un excès de tout et donc il a fallu gérer. Donc, normalement, au moment où on les rencontre, en fait, ils ont déjà géré une grande partie de leur organisation pro. Et après, à mesure que leur boîte grandit, ils continuent en fait de la modifier, de l'adapter en fonction de ce qui se passe. Ce qui est sûr, c'est que les meilleurs entrepreneurs qu'on a dans notre portefeuille et qu'on rencontre, c'est des gens qui dégagent une certaine énergie, qui sont réactifs et qui sont positifs. Et en fait, on le voit, hein, les gens positifs, réactifs et avec cette aura qui se dégage, cette énergie, généralement, c'est un no-brainer. Super clair. Ça, selon toi, ça se travaille ou c'est quelque chose qui est inné finalement? Je pense que tout se travaille, hein. Mais dans ce cadre-là, souvent, c'est des gens qui ont le sens des priorités. Moi, demain, si à l'instant même, bon, pas maintenant, mais à tout moment, si je reçois un appel de ma femme ou de Xavier, je vais répondre. À tout moment. Et si je reçois un email, je ne pense pas qu'un email de Xavier ait répondu en dessous de 30 minutes. Pour tous les autres, c'est différent. Tu vois, c'est l'importance des priorités, quoi. Quand tu es en levée de fonds, par exemple, et que tu échanges avec des investisseurs, si l'investisseur te pose une question et qu'il met 24 heures pour répondre, tu n'as pas compris, quoi. Il fallait répondre dans les 2 heures. Il fallait être hyper efficace. Il fallait avoir la réponse sous le coude. Et donc, c'est aussi une question de self-awareness et de prendre conscience de la manière dont tu dois interagir avec les gens qui sont en face de toi, quoi. Donc, ce que tu nous dis, c'est que la productivité, c'est prendre tout cet amas de data qui vient et de prioriser. Et si on arrive à bien prioriser, la productivité, tout de suite, elle suivra plus facilement. Prioriser, c'est la base. Ouais. La base. C'est la base et j'imagine que la volonté suffit pas, Laura, et qu'il y a un certain nombre de questions à se poser aussi avant de repenser son organisation.
Ouais, je pense que, Jean, il rencontre des entrepreneurs qui sont déjà bien organisés. Moi, j'en rencontre beaucoup qui ne le sont pas encore. Et pour le coup, en fait, ça vient souvent d'une volonté de, je sais pas si on peut appeler ça une volonté, mais en tout cas, un manque de recul sur soi-même. C'est-à-dire qu'ils ont, en plus, ils sont complètement submergés par tous les réseaux sociaux de tous les entrepreneurs yalla, super forts, qui ont levé des millions d'euros, qui savent tout faire, qui sont c'est même pas des couteaux suisses, c'est des pieuvres à ce niveau-là. Enfin, c'est juste, ils savent tout faire, les mecs. Et les femmes, c'est plus les mecs qui en parlent beaucoup. Excusez-moi, il fallait que je la place, celle-là, mais ça y est, voilà, c'est fait. Et en fait, ils se disent qu'ils sont en échec s'ils n'arrivent pas à faire quelque chose. Mais je parle là de hard skill. Or, le vrai problème pour moi de la productivité, c'est quand on essaye de faire des choses sur lesquelles on n'est pas bon, et donc forcément, ça va nous prendre plus de temps que si on le déléguait à quelqu'un. Et le déléguer, ça peut être à quelqu'un de son équipe, ça peut être à son cofondateur, ça peut être même déléguer des tâches à la maison, ça peut être aussi délégué à quelqu'un qu'on paye pour ça parce qu'il va le faire mieux que soi, etc. On ne peut pas arriver tous à être bon partout. Enfin, moi, je suis mariée à un prof de tennis, je ne sais pas lui renvoyer la balle dans le terrain. Mais j'essaie pas, voilà, c'est tout. C'est lui, il fera toujours mieux du tennis que moi. Je peux m'entraîner des années, je ne serai pas aussi productive sur un terrain que lui. Donc j'ai arrêté le tennis. Voilà. Et si jamais notre fils il veut jouer au tennis, il joue avec son père et pas avec moi. Donc je pense que dans l'entreprise, c'est pareil. Il faut bien se connaître, il faut arrêter d'essayer de faire des trucs où on n'est pas bon. Je ne vais pas faire ma Marie Kondo, mais il faut. Les trucs qui nous donnent de l'énergie. Tu parles d'entrepreneurs qui sont énergétiques et charismatiques, Jean, c'est qu'ils doivent faire des trucs qui les éclatent, en fait, à mon avis, ces gens-là. Bien sûr. Donc, pas beaucoup d'humilité pour pouvoir prendre du recul sur soi-même. Il faut savoir qu'on ne peut pas être bon partout. Il faut accepter de reconnaître ce sur quoi on n'est pas bon. Alors, pour moi, il y a trois buckets, quoi. Il y a les trucs que tu fais super bien, que tu adores faire. Les trucs que tu fais quand même relativement bien ou qui vont te coûter trop cher à outsourcer, sur lesquels il va falloir te motiver. Et puis, il y a les trucs où le niveau d'énergie que tu vas mettre à les faire à un niveau acceptable n'est pas compatible avec ton organisation. Et là, il faut trouver, soit tu ne le fais pas du tout, parce que tu n'as pas besoin de tout faire non plus. Je pense que le mieux est l'ennemi du bien et que moi, en tout cas, dans les entrepreneurs que j'accompagne, quand je leur dis d'arrêter de faire des trucs, parfois, on le passe à personne, en fait. C'est juste qu'ils font des trucs qui ne sont pas forcément utiles. Donc, ou le déléguer. Et sur les trucs sur lesquels tu n'es pas fort, donc les trucs du milieu que tu fais, qui te font pas kiffer, il faut trouver, et c'est là que l'organisation aussi, moi par exemple, je sais faire, je vais pas déléguer le fait de rentrer ma TVA sur mes dépenses. Je suis consultante indépendante, j'ai un expert comptable certes, mais enfin bon, je vais pas payer quelqu'un pour saisir ma TVA, je trouve ça un peu débile. En revanche, je me suis organisée pour le faire à des moments où ça me pèse moins. Et je ne le fais pas tous les soirs. Donc maintenant, je suis organisée dans mon sac pour tout garder, etc. Mais pour le bloquer 1 heure où je fais que ça, mais ça ne me prend qu'1 heure par mois et ça ne me prend pas 5 minutes tous les soirs qui me prenaient la tête et qui me gâchaient ma journée, quoi. À vous écouter, j'ai quand même l'impression que c'est du test and learn, quoi. Finalement, il faut tester, il faut… Complètement. C'est très individuel, hein. J'ai une question pour toi, Jérémy. Enfin, c'est même pas moi qui te la pose. C'est Marc-Antoine qui nous parle d'un neurologue qui s'appelle Lionel Nakache et qui parle du danger de crise d'épilepsie collective avec la surcharge d'informations contemporaines, j'ai envie de dire, de notre époque. Toi, est-ce que tu as un avis là-dessus? Est-ce que on va se parler après de ce sujet quand même. C'est quand même un sujet dont on se parle beaucoup en ce moment, la productivité. J'ai l'impression qu'on n'en parlait pas autant il y a quelques années. Est-ce que tu penses que c'est comment dire? C'est exagéré de parler de crise d'épilepsie collective, ou tu penses que clairement, avec ces tensions que ça génère, on va droit vers ça? Non, c'est une notion que j'ai pas encore vue et lue. Du coup, je vais lire l'article partagé par Marc-Antoine juste après, je pense. Mais effectivement, je pense que Laura l'a dit au tout début. Il faut déconnecter ses téléphones des applications, de news, etc. En fait, on est surchargé d'informations à l'heure actuelle. On sature, le cerveau est complètement saturé d'informations. Et le problème, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre l'élément important et le non important. Donc, l'idée, c'est d'apprendre par soi-même à filtrer l'information pour que uniquement l'important nous vienne, en fait. On n'a pas le temps d'être pollué par les news du monde entier. C'est terrible à dire, mais c'est la vérité. Il faut arrêter avec ça. En plus, souvent, les news sont malheureusement assez négatives, ce qui va créer un pic de cortisol dans le corps humain, ce qui va créer de l'inflammation au niveau du cerveau et potentiellement des risques de maladies dites neurodégénératives, comme Alzheimer ou Parkinson. C'est dit un peu rapidement, mais en tout cas, le cortisol, constamment à longueur de journée, c'est juste terrible en termes d'efficacité, de productivité et même en termes de sommeil, parce que c'est l'hormone qui empêche de dormir en quelque sorte. Donc je pense très clairement qu'il faut arrêter avec les news,
qu'il faut réellement filtrer l'information et plutôt que de passer du temps sur le Figaro, sur Le Monde ou autre, abonnez-vous à des revues de spécialistes dans votre domaine et lisez que ça, quoi. Faites comme Oussama Ammar, typiquement, qui va sur Twitter et qui, quand il veut se former par rapport à un domaine, suit tous les experts du domaine en question. Il enlève tout le reste et comme ça, quand il va sur Twitter, en fait, il gagne du temps en lisant des avis d'experts uniquement du domaine dans lequel il veut se former. Et je trouve que c'est une très bonne stratégie de consommer un média social comme Twitter aujourd'hui. Et d'ailleurs, de façon tout à fait rationnelle, quand on sort de son écran d'ordinateur, est-ce que tu peux nous parler, c'est du bon sens, peut-être même casser des idées reçues sur 2 sujets hyper importants qui influent la productivité, le sommeil et la nutrition. Parce que, l'idée, tu vas nous dire si c'est vrai, pas vrai. Est-ce que c'est vrai qu'il faut dormir un certain nombre d'heures, 8 heures par jour, en dessous duquel personne, sans exception, peut être totalement productif? Ça, c'est une première question. La deuxième, c'est est-ce que c'est vrai que dormir avant minuit est plus récupérateur? Déjà, je suis intéressé que tu nous donnes ton avis sur le sommeil, puis après, on se parlera de la nutrition. Ok. 8 heures par jour, en fait, effectivement, 95% des personnes, je pense, ont besoin de 8 heures de sommeil. Très clairement. Et le problème, c'est que 95% des personnes ne pensent pas avoir besoin de 8 heures de sommeil. Le paradoxe, il est là, en fait. Tout le monde pense pouvoir dormir 5 heures par nuit, 4 heures par nuit. Effectivement, à court terme, ça ne se voit pas. On est un peu fatigué, etc. Mais c'est un peu comme la métaphore de la grenouille et de la casserole d'eau chaude. Je ne sais pas si vous la connaissez. Comme une grenouille dans une casserole d'eau bouillante, elle va fuir immédiatement. Elle voit le danger, elle s'enfuit. Par contre, si on la met dans une casserole qui est tiède au début, on fait monter la température, elle va finir par mourir sans se rendre compte que l'eau a monté. Et le sommeil, c'est pareil, en fait. On ne sent pas les effets négatifs jusqu'au jour où il est trop tard et au final, on sombre d'un coup. Donc, réellement, les gens ont besoin de plus de sommeil aujourd'hui et malheureusement, c'est de plus en plus négligé. À l'heure actuelle, les Français, j'ai eu une étude par rapport à ça, dorment en moyenne moins de 7 heures par nuit, précisément 6h54, je crois. Et la plupart des Français également consultent le téléphone et la télévision au lit. Et en fait, le téléphone et la télévision propagent une lumière qui est dite bleue et qui fait quoi en fait au cerveau comme quoi c'est le jour. Et le cerveau, quand il fait jour, il ne veut pas dormir. En fait, il ne produit pas de mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Donc, en plus de peu dormir, les Français dorment moins bien en termes de qualité. Autrement dit, la phase de sommeil durant laquelle ils dorment n'est pas optimale, tout simplement. Et de ça découle en fait pas mal de problèmes. En fait, le sommeil, pour faire simple, il y a 3 buts, on va dire, pour vraiment simplifier les choses, qui sont la récupération physique d'une part, donc typiquement être en forme physiquement parlant le lendemain. On a également la déconstruction des souvenirs inutiles dans le cerveau, tout ce qui est information peu utile au quotidien, et après la construction de nouvelles connaissances importantes. Et ces 3 phases sont super importantes, notamment pour être productif. Parce que si on est fatigué, si on est blessé, si on ne récupère pas, on ne peut pas être productif. Si on est malade, c'est pareil, on ne peut pas être efficace au travail, c'est impossible. On peut être certes compétent, mais pas efficace à 100%. Et après, au niveau des souvenirs, si jamais on apprend des choses pendant une semaine, le cerveau ne retient pas tout, quel est le bénéfice d'apprendre des choses? On perd du temps. En fait, on déconstruit des choses au fur et à mesure qu'on apprend des choses. Du coup, il n'y a aucun intérêt et aucun bénéfice. Et après, cette notion de se coucher avant minuit, effectivement, c'est un élément assez important. Tout dépend du chronotype, encore une fois, parce que certains chronotypes sont là pour se coucher après minuit, notamment le profil loup. Mais pour les chronotypes plus traditionnels, on va dire, ceux qui doivent se coucher autour de 22h, voire 23h, il est important de respecter ces horaires-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a, comme j'ai dit, différentes phases de sommeil. On a le sommeil dit paradoxal, où on va justement construire des connaissances, et le sommeil dit lent, on va justement déconstruire les connaissances et récupérer sur le plan physique. Et en fait, le sommeil, c'est pas régulier, on va dire. Au début de la nuit, il y a beaucoup de phases de sommeil lent, donc de déconstruction et de récupération physique. Et à la fin de la nuit, il y a plus de sommeil dit paradoxal. Donc, si on loupe le début de la nuit, on va louper en récupération physique. C'est mathématique. En fait, c'est comme un trajet de bus, tout simplement. On ne monte pas forcément au début du bus, on ne sort pas forcément à la fin du bus. Si on monte au milieu du bus, on ne fait pas tout le trajet. Si on s'arrête avant la fin du bus, on ne fait pas tout le trajet. Donc, c'est pareil. Donc, si on loupe des phases de sommeil au début de la nuit, donc le fait de se coucher avant minuit, on va moins bien récupérer au niveau physique. Et si on loupe vers la fin de la nuit cette fois-ci, on va moins bien consolider des connaissances. C'est un peu assez complexe, j'en ai conscience, à comprendre et à visualiser. Ouais. Non, mais en fait, moi, j'en retiens 2 choses. Il faut dormir, il faut se forcer à dormir finalement. Ouais. Et le deuxième, moi, je trouve que c'est quasi mission impossible, mais il faut essayer, c'est couper les écrans avant de dormir. Et je pense que pour beaucoup ici, le réflexe, c'est la dernière chose qu'on fait avant de dormir, c'est regarder son téléphone. Mais ok, good point. Mais typiquement, tu vois ce que tu peux faire et mettre en place, parce qu'effectivement, arrêter les écrans 2 heures avant de se coucher, c'est très dur aujourd'hui. Mais tu as des lunettes spéciales pour ça, qui sont teintées en jaune pour limiter la lumière bleue. C'est efficace. Tu as le mode noir sur le téléphone aussi qui empêche l'impact de la lumière bleue. Et tu as aussi une application qui est sur mon écran qui s'appelle f.lux. Je vais mettre dans le chat. f.lux. Vraiment en fait d'adapter la température de l'écran à la position du soleil dans le ciel. Donc plus il fait nuit, plus l'écran va devenir jaune
pour limiter l'impact de la lumière bleue. Et Ok. plus à l'inverse, il fera jour, plus l'écran sera normal. Donc c'est une super application qui est automatique et qui, selon là où vous habitez, va s'adapter au rythme du soleil. Donc une fois que c'est installé, on ne touche plus et ça marche nickel en fait. Double question pour vous trois. Combien est-ce que vous dormez, enfin juste pour qu'on se fasse un ordre d'idée, hein, c'est de la curiosité, combien est-ce que vous dormez à peu près en moyenne par nuit? Et est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous trouvez que vous dormez assez, pas assez, trop? Moi, je dors pas assez, je dors 7 heures par nuit. Parce que moi, je me couche très tôt, en fait. Hein. Moi, je me lève à 5 heures du matin, mais je me couche très tôt. Moi, dès que j'ai un dîner avec des potes où on finit à minuit, moi, je suis explosée. Donc, moi, je me couche entre 9 et 10 et généralement, je m'endors vers 10h, entre 10h et 10h30. Et dans le lit, moi, je suis sur Kindle, donc j'ai pas de lumière bleue parce que je lis et je regarde pas de séries, etc. Et Mais tes tweets pour ce soir, il est déjà 19h30, tu te couches dans 2 heures. Donc là, ouais, je me couche Trop dans d'écran. 2 heures. Je me couche dans 2 heures. Mais oui, mais ça, c'était exceptionnel. oui. Jean? Moi, je dois dormir 7 à 8 heures par nuit. Et je dors comme un bébé. Je m'endors hyper vite. Je dors d'une traite. J'ai jamais eu de problème de sommeil. Ok. Intéressant. Et toi, Jérémy? De mon côté, sur 7h30 à 8h, selon mon fils, tout simplement, s'il me réveille à 2h du matin, malheureusement, il faut décompter ce temps-là. Non, mais sinon, je suis comme Jean, j'ai la chance de pouvoir m'endormir très facilement. Je me pose, je dors. Et souvent, je fais des siestes aussi en journée. Et quand je dis souvent, c'est tous les jours en fait. Tous les jours à midi et demi, 13h, je fais une sieste de 20 minutes. Ok. Et pour moi, c'est un véritable game changer en fait. La sieste. Un point aussi. Non, mais c'est super intéressant parce que tous les trois, le constat, c'est que vous avez quand même un bon sommeil entre 7 et 8 heures par nuit. Alors que, effectivement, bon, beaucoup, vous qui êtes avec nous, vous êtes beaucoup des entrepreneurs. Et pour beaucoup, on a lu des bouquins d'Elon Musk et d'autres qui dorment 5 heures par nuit, qui dorment pas beaucoup au final. Et donc là, quand même, bon, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a ce que disait Jérémy, 5% de personnes qui sont en fait exceptionnelles et qui peuvent peu dormir, mais pour la plupart d'entre nous, pour le commun des mortels, finalement, on a besoin de dormir un minimum, et ça impacte la productivité. Ça, c'est un point hyper intéressant. Et le deuxième, c'est la nutrition, dont je voudrais parler aussi avec toi, Jérémy. Qu'est-ce que tu peux dire justement aux personnes qui sont avec nous, les entrepreneurs notamment, enfin, qui sont pour beaucoup des entrepreneurs, sur cet aspect-là? Je pense que pour beaucoup, on prend pas assez de temps pour dormir, mais on prend pas assez de temps pour manger, donc on mange mal et que ça doit avoir un impact aussi, j'imagine. Bah, souvent, le stéréotype de l'entrepreneur ou du cadre, c'est la personne qui mange un sandwich entre deux réunions. Donc, typiquement, en fait, manger tout ce qui est pain, tout ce qui est glucides, on va dire, c'est pas très bon pour la santé et pour la productivité. Dans le sens où, en fait, ça va créer, je vais essayer de simplifier les choses un maximum, un pic de sucre dans le sang. Et en fait, quand le corps dépasse son taux de sucre normal, il va prendre ça comme étant une agression, comme étant un danger, comme étant un risque. Et donc, automatiquement, il va libérer une hormone qui s'appelle l'insuline et qui va donc déstocker le sucre dans le sang. Sauf que le sucre, vous le savez, je pense, le glucose, c'est l'énergie du cerveau. Et en fait, l'insuline va tellement bien faire son travail qu'elle va descendre sous le seuil normal de glucose dans le sang. Et donc, c'est pour ça que généralement, qu'après un repas bien chargé, une demi-heure, 1 heure ou 2 heures après, on a un gros coup de barre juste énorme qui nous pousse à aller manger également une collation. Et souvent, c'est un gâteau sucré, c'est un café avec du sucre et j'en passe, pour justement remonter ce taux de sucre dans le sang. Et en fait, le problème, c'est qu'en allant de produits sucrés en produits sucrés, on fait le yo-yo en fait, toute la journée, avec des pics d'énergie assez brefs, des fatigues. Pic d'énergie, fatigue, pic d'énergie, fatigue. Et c'est ça qui mène en fait à terme, pour les cas les plus extrêmes, notamment au diabète de type 2, où carrément l'insuline est déréglée à 100% et ne fait plus son effet dans le corps de régulatrice du taux de sucre dans le sang. Donc ouais, en fait, il faut arrêter de manger des produits sucrés déjà. Très clairement, les gâteaux, même les gâteaux marketés White Shirt, j'en passe, c'est de la saloperie, pour être transparent avec vous. Tout ce qui est pain, malheureusement, ça en a aussi. Les pâtes blanches, c'est pareil. Je pense qu'il faut manger un maximum aujourd'hui, et c'est même sûr d'ailleurs, de produits déjà naturels. Arrêter avec les produits du commerce, notamment les salades toutes prêtes et j'en passe. Les fast-foods, on ne va pas en parler non plus. C'est un peu moralisateur, je m'en excuse, mais c'est la vérité. Et manger tout simplement des produits crus, des salades, des sources de protéines, tout ce qui est tubercules, tout ce qui est lentilles, des choses réellement naturelles qu'on a dans la terre et qui poussent dans le sol ou sur des arbres en fait. Et pas des choses transformées, mixées, ébouillantes et j'en passe, où il n'y a plus du tout aucune vitamine, plus du tout aucun minéraux, et qui donc pour votre corps n'apportent rien du tout. En fait, c'est comme donner de l'essence de mauvaise qualité à la voiture. Forcément, elle va s'encrasser, c'est pareil, elle va rouler moins bien à terme. Et à nouveau, malheureusement, le problème, c'est qu'on est un peu sur la métaphore de la grenouille, où à court terme, on n'a pas réellement d'effet, mais à long terme, c'est délétère. Donc demain matin, quand vous arrivez en réunion avec votre team, venez pas avec des croissants. Typiquement, les formateurs qui enseignent la productivité des croissants, je les hais un peu. Croissant, jus de fruits industriels, en fait, c'est juste l'opposé de la productivité, en fait.
Ouais, parce que derrière, t'es plombé et en plus, t'écoutes même pas ce qu'il te dit. Complètement. Est-ce qu'on peut parler un peu du rapport pro-perso, de l'équipe de vie? Je parlais d'entrepreneurs tout à l'heure pour qui leur boîte, c'est leur vie, qui dorment pas, qui vivent, qui mangent, qui dorment entreprise. Est-ce qu'on peut casser un peu ce mythe et se dire que on peut avoir une vie perso et réussir? C'est quoi votre avis sur le sujet? Alors je sais, Jean, on en a déjà parlé par le passé, que tu as un avis bien précis dessus, mais ça m'intéresse que vous détendiez les entrepreneurs qui sont avec nous sur le fait que non seulement on peut avoir une vie perso, mais qu'en plus elle peut être enrichissante et apporter énormément sur le pro. Ouais. Moi, ma famille, de toute manière, c'est mon socle qui me permet d'être efficace au boulot aussi, parce que ça crée aussi un set de contraintes avec lequel tu vis et au contraire autour duquel tout s'organise. Donc, tu as deux choix dans la vie. Soit tu t'organises autour de ton boulot, soit tu t'organises autour de ta vie perso, quoi. Si tu as essayé de t'organiser autour de ton boulot, bon, ça risque d'être un petit peu compliqué. Si tu essaies de t'organiser autour d'un socle perso, forcément, les choses sont probablement s'équilibrent un peu plus, surtout que le travail a tendance à devenir très rapidement obsessionnel, parce que c'est là-dessus qu'on passe le plus clair de notre temps. Du coup, même les gens qui te disent non, mais moi, je fais hyper gaffe, je suis priorité à ma famille, tout ça. Moi, j'arrête de travailler à 19h, 19h30 tous les jours. Je suis là tous les dîners, tous les petits déjeuners, je voyage peu, etc. Ça ne m'empêche pas de penser au boulot 24/24. Et le temps qu'il faut pour déconnecter du travail à la fin de la journée, c'est un effort, quoi. Et donc, il ne faut pas se mentir. Tu peux essayer de te raconter ce que tu veux sur cet équilibre vie pro-perso. Le pro, tu vois, il t'accapare. Donc, il n'y a pas beaucoup de solutions. Moi, j'ai l'impression que ce qu'il faut, c'est commencer l'atterrissage avant la fin de journée. Il ne faut pas atterrir brutalement à 19h. Tu sais qu'à partir de 17h, tu arrêtes le rendez-vous. Il faut que tu traites les dernières urgences pour que quand arrive la fin de la journée, tu sois prêt à te mettre dans les pantoufles d'être avec ta famille, de dîner, de ne pas être sur ton téléphone, etc. Et puis, il faut créer des moments. Donc, créer des moments, c'est le soir, ça peut être le matin, c'est le week-end. Moi, j'adore emmener mon fils le matin à l'école. C'est les 20 minutes que j'ai avec lui dans la bagnole, pendant lesquelles on discute de ce qui se passe et tout. Et ça, c'est génial, quoi. Donc, le perso, c'est comme le pro, hein. Il y a aussi des routines et des choses à créer pour pouvoir se retrouver. Et après, il ne faut pas culpabiliser du fait que c'est pas facile. Bah non, c'est pas facile. Et ouais, on en chie aussi à essayer d'équilibrer les deux. Et c'est jamais parfaitement équilibré. Mais tant qu'on continue de faire l'effort d'équilibrer et qu'on sait en tout cas que c'est pas parfait et qu'on essaie de progresser, c'est déjà pas mal. Ce qu'il faut, c'est pas se laisser aller, quoi, dans un sens ou dans l'autre. Le problème des gens dans leur quotidien, c'est qu'ils oublient de prendre conscience du temps des gens et donc finalement ils avancent en mode automatique et puis un jour ils se réveillent, c'est burn-out, dépression ou je suis perdu, je sais pas ce que j'ai foutu de ma vie, quoi. Super intéressant. Le socle, ok. Laura? Ouais, ça résonne beaucoup dans ce que je vis moi. Alors moi, j'ai pas 3 enfants, j'en ai qu'un, mais c'est vrai que ma famille et déjà la rencontre avec mon mari a déjà énormément changé mon rapport au travail. Même si il faut quand même reconnaître que quand tu es la personne du foyer, on va dire, enfin, tu sais, dont tes revenus sont importants pour que le foyer ait le confort dans lequel tu veux les mener, ça met une charge mentale aussi, hein. Donc du coup, le travail, il faut que le travail reste aussi, et c'est là, je pense, la difficulté pour les entrepreneurs, en tout cas ceux que j'accompagne, c'est quand ils ont mis toute leur bille dedans, quand ils mettent à risque leur famille, s'ils ne s'en sortent pas au travail, ils ont l'impression que passer 24 heures sur 24 dans leur travail, ça va à terme bénéficier leur famille. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce travers-là qui peut arriver sur ce genre d'investissement financier, en fait, hein, parce qu'il ne faut pas se cacher quand même que le travail, c'est comme ça qu'on gagne sa vie et que qu'on soit entrepreneur, qu'on soit salarié, qu'on soit indépendant, le travail, c'est aussi très important pour justement financer les plaisirs et même parfois les basiques de la famille, hein, pas forcément que les à côté. Donc, c'est important d'en prendre conscience pour se dire, OK, comment je crée l'équilibre? Moi, je suis comme Jean, j'ai fait des rituels. Moi, j'emmène pas mon enfant à l'école. Moi, j'ai un mari qui est formidable et qui l'emmène, qui va le chercher et tout ça. En revanche, je dîne avec eux tous les soirs et on a nos rituels du vendredi soir où on regarde un film. On s'est fait
s'est fait toute la série des Star Wars, là, et des Avengers. Là, on se fait la série des X-Men, voilà. Donc, et on en parle et tout. Mais moi, ce qui m'a manqué, faut quand même parler aussi de nos changements de vie qui ont depuis 18 mois. Moi, pour atterrir, en fait, j'avais mes trajets. Parce que je suis d'accord avec Jean, il faut cette phase, cette bulle d'atterrissage, en fait. Et moi, j'avais mes trajets. J'étais seule dans ma bagnole, j'étais tranquille. Bon, maintenant, j'ai plus de voiture du tout. Quand je me déplaçais à pied, je me déplace beaucoup moins. Et c'est vrai que de plus avoir le trajet, bon, maintenant, je descends un escalier pour rejoindre mon fils et mon mari pour dîner. Tout de suite, j'ai moins de temps pour décompresser. Donc, il faut trouver d'autres trucs pour... le côté de ne pas avoir de réunion après 17 ou 18 heures, c'est vachement important. Il y a 2-3 sujets sur lesquels on reviendra après, mais je voudrais que Jérémy finisse sur cette question. Non, je rejoins de toute façon Laure et puis Laura, pardon, et puis Jean, dans tous les cas, c'est l'importance des routines. Moi, typiquement, c'est la journée, je bosse pas mal. J'ai cette phase de coupure où je rentre de mon bureau à pied. On a fait le choix de prendre un bureau séparé de la maison avec ma compagne pour justement avoir cette coupure-là qui est très importante. Le fait de marcher aussi fait du bien, mais de rien, parce que rester assis toute la journée, ça, c'est mauvais pour le corps et même pour le cerveau. On a besoin de déconnecter un peu, couper les écrans. Et le fait de marcher un peu fait du bien par rapport à tout ça, prendre l'air, respirer un air frais, écouter un peu de musique, des podcasts, pour vraiment faire ce break avec le côté travail et le côté personnel. Et une fois à la maison, eh bien, je profite de ma compagne, de mon fils. Certes, je pense encore un peu au travail, effectivement, jusqu'à que mon fils soit réellement couché, où là, je suis 100% avec ma compagne. On va marcher un peu dehors également. On regarde 2-3 vidéos sur YouTube par rapport à des sujets qui peuvent nous intéresser. Et on débriefe à peu près des journées qu'on passe ensemble et séparément au niveau du travail. Donc, il y a besoin en fait de cette connexion-là, arrêter les écrans et vraiment retrouver un humain face à soi, j'ai envie de dire. Et arrêter justement constamment avec sur son téléphone toute la soirée, à pas profiter de ses proches, de ses enfants, réellement regarder son fils jouer, etc. C'est cool en fait, c'est super. Juste être un peu hors du temps des fois, ça fait du bien. En plus, c'est important qu'on soit exemplaire là-dessus. Enfin, je pense que Jérémy et Jean seront d'accord avec moi, mais on ne peut pas se dire qu'on a peur des réseaux sociaux pour nos enfants et amener notre téléphone à table. Enfin, il y a un moment donné, faut être cohérent avec soi-même aussi, quoi. Complètement. Cuisiner, c'est un bon rituel. Ouais, les gâteaux surtout. Fais gaffe, il y a beaucoup de sucre brun dans les gâteaux. Oui, je sais. Maintenant que j'ai écouté Jérémy, je vais faire des salades. Et pour les personnes qui ont du mal à couper l'ordinateur, il y a une super application qui s'appelle Cold Turkey. Donc d'Inde froide en anglais, je crois que ça veut dire dernière minute, je ne sais plus trop, peu importe, en traduction. En fait, qui permet de bloquer l'ordinateur à partir d'un certain horaire. C'est assez radical, mais ça coupe l'ordinateur et si on veut le déverrouiller, il faut payer. $5, je crois. Donc c'est très violent, mais au moins pour les personnes qui ont du mal à couper le soir, qui sont encore sur les emails à 22h, 23h, installez-le pour tester. Et réellement, ça coupe l'ordinateur à 100%. On ne peut plus le rallumer jusqu'à la fin de la phase définie. J'ai oublié, mais j'ai oublié le nom, mais je sais qu'il y a une appli sur le téléphone où en fait tu dis à quelle heure tu veux redéverrouiller et ça met un mot de passe en fait sur ton téléphone et ça redéverrouille qu'à l'heure que tu as dit, quoi. Et tu peux pas. Je connaissais pas ça. Sinon, une personne que je connais qui prenait. Je la retrouve. Je l'ai lu. Faut que je retrouve le nom. J'ai connu une personne qui achetait des boîtes à gâteaux avec minuteur sur Amazon en fait où on met des gâteaux dedans logiquement avec un timer et la boîte est hermétiquement fermée juste après le timer s'arrête. Et lui s'en servait pour mettre son téléphone dedans. Mais ça, le téléphone n'était plus accessible. Il y a une série où une maman fait ça avec les téléphones de ses enfants, je me rappelle plus laquelle. Peut-être. Il y a plein de solutions dans tous les cas. C'est vrai que couper un téléphone à l'heure actuelle, c'est très compliqué. Avec les amis, les SMS, etc. On est toujours tenté de savoir ce qui se passe dans son entourage et donc de prendre le téléphone pour checker un coup ses emails ou autres. Il y a un sujet qui est revenu plusieurs fois dans vos propos, c'est la charge mentale. La charge pro, la charge perso. Je pense qu'il y a pour certaines personnes un déséquilibre dans la vie d'ailleurs, qui doivent gérer plus la famille, qui ont perdre le pro à côté. Je sais pas si vous voulez en dire un mot rapidement, parce que je sais même pas. Je voulais juste qu'on revienne dessus parce que voilà, c'est un sujet important. J'ai pas de questions spécifiques, mais est-ce que vous voulez revenir sur ce sujet de charge mentale que je vois, que j'entends. Enfin, on a réussi à mettre un mot peut-être sur ça aussi récemment, mais que je perçois de plus en plus aussi. Ouais, la charge mentale, c'est un concept que moi je trouve assez parlant. Moi je la vois la charge. Enfin, je sais ce que j'ai dans la tête en termes de charge, et c'est assez. En fait, il faut vraiment se dire qu'il y a la bonne et la mauvaise charge mentale. Voilà. Il y a les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. Mais il y a vraiment de la charge mentale qu'on ne mérite pas d'avoir, en fait. C'est ce que je disais sur pourquoi vous vous inquiétez, avoir de la charge mentale parce qu'on s'inquiète, parce qu'on n'est pas Elon Musk et qu'on n'arrive pas à être entrepreneur en dormant 5 heures par nuit, c'est de la mauvaise charge mentale, en fait. C'est toujours le côté de se connaître ses lacunes et accepter qui on est. Donc ça, pour moi, c'est la mauvaise charge mentale. Après, il y a la bonne charge mentale qui est
je dois trouver le temps de faire ça avec ma famille, je dois ça à mes investisseurs, je dois parler à tel collaborateur parce que il faut qu'on réoriente ces trucs. Donc déjà, débarrassez-vous de la mauvaise. Ok. Est-ce que vous voulez rajouter un mot, messieurs, pour le sujet? Moi, je laisse pisser quand il y a trop de charge mentale, tu vois. Genre, il n'y a rien de grave dans la vie. Genre, si tu es en bonne santé, qu'est-ce que tu vas te faire chier? T'es proche en bonne santé, genre, il n'y a pas de problème, quoi. En fait, les gens qui t'emmerdent, tu les laisses de côté, et puis il n'y a pas de choses insurmontables. Moi, j'aime bien dire que c'est pas grave. Et en fait, les trois quarts du temps, tu vois, c'est pas grave. Donc, il faut se détendre aussi. C'est un travail sur soi, mais il y a des gens qui essayent de vous créer de la charge mentale. Il faut pas céder à ça. Il faut laisser couler. Les gens qui s'énervent, laissez-les s'énerver. Les gens qui vous mettent une pression de dingue. En fait, c'est eux qui doivent prendre la charge mentale. C'est pas pour vous. Laissez-les s'énerver, quoi. Ça, Il c'est n'y a un pas de super problème. conseil. Ouais. Et donc, faut laisser couler un peu. Et moi, de temps en temps, quand ça va pas, quand j'ai un coup de mou et tout, quand c'est un peu trop, je prends toute une après-midi, j'annule tout. Je décale tout, je prends l'après-midi. Tu vois? Je vais faire 3 courses, je vais cuisiner, je vais marcher. Le monde ne va pas s'arrêter de tourner. Et d'ailleurs, ce qui est dingue, c'est que n'importe qui, dans n'importe quoi, peut disparaître du jour au lendemain. 3 mois après, ces gens-là seront oubliés. Donc, c'est comme quoi on n'a pas besoin de toi, tu vois. Moi, je sais que demain, j'arrête de bosser chez Kiva, t'inquiète pas. Hein, le lendemain, Kiva attendra pareil que la veille, c'est sûr. Donc, une fois que tu t'es dit que tu n'étais pas irremplaçable et que, je ne veux pas dire c'est très égoïste, mais que ton bonheur passe avant celui des autres, hein, tu vois, et que tu es en bonne santé, laisse couler, quoi, laisse couler. Et puis le mieux, je suis complètement d'accord, et le mieux est l'ennemi du bien en plus. Hein. Enfin, souvent, la charge mentale qu'on Ouais. se met soi-même, c'est qu'on veut faire trop bien, quoi. Oui, on Pas est besoin, son Rémi, c'est sûr. pas Et besoin. après, il faut être compétiteur. Hein. Moi, j'aime la compète, il faut avoir envie de gagner, il faut avoir envie de faire les choses bien, il faut avoir envie de se défoncer, puis de temps en temps, on est énervé, et voilà, et on a nos émotions et tout. Mais il faut pas que ça. C'est exactement comme le temps. Le temps, il faut comprendre le périmètre de temps qu'on a. Les émotions, il faut comprendre la jauge des émotions qu'on a. Et au-dessus d'une certaine jauge, coupe. Il y a un conseil que Comment j'aimerais ça redescendre. également donner. Effectivement, Jean, tu as raison, le côté un peu stoïque, du coup, est super intéressant. Le fait de se détacher des émotions et pas tout prendre pour soi. C'est notamment ce que dit Michael Ruse dans son livre Les accords Toltec de mémoire. Comme quoi la parole des autres ne concerne que les autres et non pas soi-même. Et également, un élément par rapport au cerveau qui est assez intéressant à avoir à l'esprit, c'est que le cerveau, c'est un organe dit d'anticipation des choses. En fait, le cerveau constamment va chercher à anticiper ce qui va se passer par rapport à chacune de vos actions au quotidien. Et souvent, la charge mentale est due au fait que le cerveau n'arrive pas à anticiper et donc va naturellement anticiper le pire possible. Donc, ce que je peux conseiller de faire par rapport aux personnes pour qui ça tourne un peu dans la tête, pour qui ça mouline, pour qui il y a des ruminations nocturnes également, c'est de prendre un cahier, noter tout ce qui vous pose problème et noter en face une action à réaliser pour commencer à résoudre le problème. Et comme ça, grâce à ça, le cerveau va passer en mode actif, proactif, va comprendre les éléments à mettre en place pour justement pallier aux problèmes rencontrés. Et au moins, le cerveau sait où il va. Et à cause de ça, grâce à ça, on va arrêter de ruminer parce qu'on sait là où on doit aller et on sait ce qu'on doit faire le lendemain pour justement endiguer les problèmes qu'on rencontre. Ça peut être une solution aussi à tester, je pense. Merci. Merci. N'hésitez pas à continuer de nous poser vos questions. On va essayer de les prendre. Il nous reste 10 grosses minutes, mais on va y arriver. Je commence à les regarder aussi un peu. Alors là, la première, c'est le hasard. Léa, salut Léa, qui travaille avec moi au quotidien, qui nous pose une question. Est-ce que le télétravail, c'est l'allié ou l'ennemi de la productivité selon vous? Alors, si je me base sur ce que tu disais, Jérémy, ça dépend de chacun, mais est-ce que vous avez un avis sur le télétravail de manière générale? Je pense qu'il faut couper, en fait, il faut avoir une pièce dédiée à son bureau quand c'est possible. Avoir une rupture physique entre le bureau et le lieu de vie, si possible, encore une fois, pour créer justement cette coupure dont parlait Jean, dont parlait également Laura, cette transition entre le pro et le perso. Parce que si l'écran d'ordinateur est constamment dans la salle, avec ses enfants, avec le repas à côté, on aura tendance à jeter un coup d'œil facilement dessus. Plus c'est accessible, plus on ira facilement. Donc je pense que dissocier la partie bureau, donc travail, et la partie perso est intéressant et à mettre en place si jamais c'est possible. Mais pour prendre le contre-pied de ce que dit Jérémy, ne pas être non plus dans un open space avec des distractions, etc. Si tu as la chance d'être seul chez toi quand tu travailles en télétravail, et donc tu n'as pas des distractions familiales, hein, parce que quand on a un bébé ou quoi, ça peut être plus compliqué, mais ou un chat, c'est vraiment, ça peut aussi aider à la productivité, à la concentration. Donc après, ça dépend aussi de ce qu'on met derrière le terme de productivité. Enfin, ça ouvre plein de questions. Comme toujours, il faut se connaître.
Si tu ne te connais pas, tu ne peux pas te mettre dans des conditions qui te sentent bien. Moi, je peux vous dire que pendant le confinement, on avait loué une maison pendant 2 mois à Châteauneuf-Grasse. Et donc, il y avait une énorme vue de vent dégagée sur des montagnes et tout. C'était magnifique. En fait, au bout d'un mois et demi, je me suis rendu compte que je n'aimais pas ça. Ça m'angoissait. J'avais un endroit plus confiné, plus confiné, quoi. Parce que c'est complètement débile, on était en plein confinement, mais bref, je ne sais pas la pierre. Et je me suis installé ailleurs dans la maison, c'était 1000 fois mieux. Et donc, il y a des choses quoi, dont on a besoin, il faut savoir ce dont on a besoin pour être en bonne condition pour travailler, on est tous différents. Et il faut tester les choses. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut constamment tester, voir, et puis prendre des notes presque en fait. Dans telle pièce, je me sens bien, etc. J'ai fait ça, je me sens mieux ou moins bien. Et après, on avise et puis on adapte. Il y a beaucoup de questions autour du confinement, autour du télétravail, etc. Moi, je vais essayer de synthétiser tout ça. Vous n'avez pas l'impression que ce sujet de productivité, est-ce que c'est pas cette épidémie, ces confinements successifs qui font que c'est devenu un sujet qui préoccupe tout le monde aujourd'hui, voire qui angoisse tout le monde aujourd'hui? J'ai l'impression qu'on en parlait beaucoup moins avant. Ah, on en parlait beaucoup moins avant. Avant, on n'était pas productif en France, on faisait du présentéisme, c'est pas pareil. On s'en foutait complètement de la productivité. D'ailleurs, on disait, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quelles études avaient dit qu'on était plus productif que les Allemands, que les Anglais. Enfin, moi, en tout cas, quand je grandissais et quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, c'était ce qu'on disait. Quand on est passé aux 35 heures, c'était ce qu'on disait, qu'avec 35 heures, on arrivait à être plus productif et tout. Bon. En revanche, moi, ce que je sais, c'est que par rapport à quand je bossais en Angleterre, à 17 heures, tout le monde partait du boulot, quoi. Quand j'ai commencé à bosser en France, si tu n'étais pas là à 20h, c'est que tu foutais rien. Et ça n'avait rien à voir avec l'output, c'était purement du présentéisme. Ouais. Donc le confinement a changé ce rapport au présentéisme, et je pense que c'est pour ça. Il y a un terme que je découvre, hein, après c'est peut-être un anglicisme, mais le deep work. Le deep work. Alors, question de Christian, vieux débat, créativité versus productivité. Que pensez-vous du deep work? Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Si vous savez ce que c'est. Moi, je vais dire ce que c'est, moi, je suis sur Google. Deep work, c'est le fait d'être concentré à 100% par rapport à une tâche. C'est un livre qui a écrit Cal Newport, je crois, de mémoire. C'est le fait d'être concentré à 100% sur une tâche. Je pense que c'est intéressant, mais il faut se donner les conditions pour. Moi, ce qui me permet réellement, étant deep work, c'est mettre de la musique dans mes oreilles avec un casque pour me couper du monde, tout simplement. Chacun a ses stratégies, il faut trouver la sienne. Moralement, celle-ci, c'est de la musique, des musiques spécifiques, idéalement sans paroles, parce que les paroles vont perturber le cerveau, c'est normal. Il y a même des musiques spéciales qui s'appellent les musiques bêta, qui vont faire un son un peu bizarre dans les oreilles, mais qui est censé stimuler les ondes bêta du cerveau, qui sont les ondes que le cerveau adopte quand il est productif et efficace. Il y a un site qui passe de la musique pour se concentrer. Il y en a pas mal. Moi, c'est de la musique de merde quand même. Hein. De quoi? C'est quand même de la musique de merde. Hein, c'est la musique de merde. Moi, c'est pas pour danser. Avec de la bonne zik que de la zik bêta, tu vois, pour me stimuler le cerveau. En fait, je préférerais moi aussi du Metallica, mais c'est moins efficace pour être concentré. De la musique sans chocolat. Est-ce qu'il ne faut pas de la musique sans parole, finalement, écouter une bonne BO de film? Moi, j'aime bien les OST aussi, par exemple, de séries, de films, etc. En fait, il faut la connaître, par contre, parce que si le cerveau découvre la musique constamment, en fait, ça va à nouveau perturber le travail. Donc, au début, ça peut être compliqué, certes, d'appréhender la musique, mais plus vous allez l'écouter en boucle, plus ça ira. Moi, je sais que j'ai mes phases, et pendant 3 mois, voire 6 mois, j'écoute constamment la musique quand je travaille. Au bout d'un moment, ça me saoule, je change, mais je rechange pour encore 3 à 6 mois. Moi, j'arrive avec les paroles, mais il faut que ce soit vraiment des paroles que je connais à 200% par cœur, en fait. Oui, encore une fois, le cerveau connaît la suite. Je suis dans ce truc où, en fait, mon cerveau ne cherche pas à se rappeler des paroles, donc j'y arrive. C'est ça, ou à les comprendre, à essayer de les intellectualiser. Et c'est comme ça que j'ai révisé tous mes concours il y a 30 ans, et je suis encore sur les mêmes paroles et sur les mêmes écoutes aujourd'hui. Ou sinon, ce qui marche bien, c'est aussi les bruits de café, les bruits d'orage, les bruits de pluie, en fait, ces choses-là. Un peu les brouhahas qu'on a en fond sonore. Ça peut marcher aussi par rapport au deep work. On va créer une playlist Raise Productivity et on va mettre tous les sons qu'on vous conseille d'écouter, du plus sympa au plus ridicule, parce que je pense qu'on écoute tous des trucs ridicules des fois quand on bosse. Alors, je regarde les questions qui nous viennent. Question de Marie-Flore. Comment la peur, je la découvre en même temps que vous, comment la peur de l'échec impacte-t-elle la productivité et comment travailler sur cela? C'est vrai que c'est une bonne question. C'est dur ça. L'échec, c'est quelque chose de personnel. Il faut en trouver la route cause.
C'est quoi l'origine de cette peur de l'échec? Et c'est ça qu'il faut traiter avant tout. Et la route cause, c'est les 5 pourquoi. Hein. Pourquoi Oui. j'ai peur. Et c'est 5 pourquoi. Tant que tu n'as pas posé 5 pourquoi, tu n'es pas arrivé au bout de la route cause. Quand tu dis 5 pourquoi, c'est-à-dire qu'on doit trouver chacun 5 pourquoi ou il y a une règle là-dessus? Comment ça fonctionne? En fait, quand tu réponds, quand tu cherches une route cause de quelque chose, c'est une méthode qui existe et qui a été popularisée par Bezos, si je ne me trompe pas, qui l'utilise chez Amazon beaucoup. Ça ne suffit pas en fait d'avoir le premier niveau de réponse. Il y a un mec qui s'est fait mal dans un entrepôt. Pourquoi? Parce que la machine n'était pas arrêtée. Pourquoi la machine n'était pas arrêtée? Parce que il n'y a pas eu il y a eu une alerte et l'opérateur est parti. Mais pourquoi il y a eu une alerte, etc. Enfin, alors mon exemple est certainement très mauvais, mais j'espère que vous comprenez l'idée, quoi. Et c'est au bout de 5 pourquoi qu'apparemment tu es arrivé vraiment au bout de. Moi, je l'utilise pas mal avec certains des entrepreneurs que j'accompagne sur quand ils ont des idées reçues, tu vois, parce que tu as des entrepreneurs et ils se disent non, mais c'est comme ça qu'on doit faire. Et je dis mais pourquoi il faut faire comme ça? Pourquoi tu es sûr? Et du coup, la peur de l'échec, je pense que ça s'adapte. Et moi, de mon côté, j'aimerais rajouter également souvent que la peur de l'échec est due à une tâche qui paraît être trop importante à réaliser. Donc, en fait, découper la tâche en sous-tâches. Constamment, j'ai des une plus métaphore, petites tâches possibles, quoi. Moi, j'ai une métaphore là-dessus que je dis à Vas-y, tous mes vas-y. entrepreneurs. Personne ne sait avaler un saucisson en entier. Tout le monde le découpe en tranches. Ouais, complètement. J'ai pas essayé Généralement, encore. ça reste à l'esprit, ça. Après, ils n'oublient pas. Et c'est vrai que plus que la tâche sera petite à faire, plus ça simple à faire, plus on va avancer tranquillement. Moi, je parle souvent de gravir l'Everest. On commence pas sans faire un premier pas, en fait, tout simplement. Et c'est pas après pas qu'on va accomplir une tâche. Donc, découper une tâche un maximum pour réussir à avaler le saucisson, comme le dit très bien Laura. On va prendre une dernière question parce que elle nous a été posée sur le chat, sur les questions, et je ne peux pas, pour Ivan qui nous pose cette question, qui je pense veut une réponse, et il a raison d'ailleurs, vous poser cette question. Je cite Evan, je n'imagine pas vous apprendre ce qu'est le stoïsme. Est-ce que vous savez ce qu'est le stoïsme déjà, et comment est-ce que vous gérez le besoin de contrôle au quotidien, tant sur le plan pro que le plan perso? Bah, c'est ce que disait Jean. Hein. Complètement. Faut tout lâcher. Hein. Faut lâcher prise. Hein. Faut apprendre à lâcher prise. Et ça s'apprend. Moi, j'étais une contrôle fric à 20 ans, mais un truc de dingue. Et puis petit à petit, j'ai compris que moi, c'est ma grossesse qui m'a fait comprendre que je contrôlais pas tout. Hein. Donc peut-être que pour les hommes, ça sera plus difficile d'avoir ce genre d'expérience. Mais quoique avoir un enfant, je pense que pour un homme, c'est aussi perturbant. Moi, c'est dès la grossesse, en fait. Tu contrôles plus rien. Il y a des choses, tu contrôles pas. Donc, alors je sais pas s'il y en a, ça marche aussi avec ça ou qui prévoit pas de parentalité, donc il faut qu'ils trouvent autre chose. Mais juste lâcher prise, quoi. Il faut choisir ses batailles. Tu peux pas tout faire. Donc, il y a des choses que tu décides de faire et tu t'y mets à fond, et des trucs que tu laisses tomber, quoi. Et puis, c'est un peu comme quand on fait une action, qu'est-ce qu'on cherche à accomplir. En fait, il y a plein de choses dans le quotidien où en fait, on se fait des nœuds au cerveau et pour des trucs, ça n'en vaut pas la peine, quoi. Tu vois, par exemple, s'engueuler parce que Je vous donne un exemple bête d'hier. Bon, je rentre, il est 18h45. Puis on se dit, on va commander des sushis, c'est l'anniversaire de notre seconde fils aîné, il veut des sushis, on commande des sushis. Bon, je commande des sushis, pas à 19h45, à 19h55, à 18h55, à 18h55, 19h, parce que c'était un peu juste. Fallait que j'aille sur Uber Eats, fallait que je commande les sushis, il n'y avait pas la... Enfin bref, je me démerde mal. Bon, finalement, donc du coup, les sushis, ils n'arrivent pas à 19h20, ils ont très faim les enfants, ça arrive à 19h30, 19h40. Bon, c'est pas grave, ils vont attendre un quart d'heure, quoi, tu vois. Et oui, ils sont un peu plus embêtants, et oui, ils ont faim, et oui, gna gna gna. Mais tu sais quoi? Pas grave. Il y a des trucs comme ça. Et on a une capacité à se faire chier sur des petits trucs qui est extraordinaire. Et ça, c'est déjà, si tu arrives à faire ça, à laisser couler les trucs qui n'ont pas beaucoup d'importance. Celui qui te grille la queue au magasin, celui qui t'a pas laissé la prio, celui qui t'a gonflé au bureau parce qu'il a fait une remarque de merde, à qui tu vas parler le soir, et puis le surlendemain, et sur lequel tu vas encore ruminer au déjeuner avec un collègue. Ça, c'est de la charge mentale. Et même par rapport aux infos, du coup, ça se regroupe aussi parce qu'on souvent s'inquiète des guerres, des pénuries en Angleterre, etc. Mais qu'est-ce qu'on a la foutre de l'Angleterre, quoi? De plein de choses. Du monde entier, en fait. On se soucie de ce qui se passe aux États-Unis, etc. Et certes, ça n'a pas que sur nous, mais qui n'est pas direct, en fait. Et il y a un élément qui est super intéressant, je trouve, par rapport à ça, c'est la notion de cercle d'influence qui a été développée par, comment il s'appelle Ah merde, je sais plus son nom, peu importe. Où en fait, on a une zone d'influence dans laquelle, justement, on a une influence directe sur les choses. Et là, justement, on a un bénéfice à agir. Mais tout ce qui est en dehors de la zone,
en fait, on ne peut pas agir dessus. Donc, pourquoi se préoccuper de choses sur lesquelles on n'a pas de levier d'action? Ça ne sert à rien. Exactement. On perd son temps, on perd son énergie, et du coup, il faut arrêter les infos, on en revient au même, parce qu'on n'a pas d'influence sur ce qui se passe, malheureusement, à travers le monde de façon directe. Et dernier conseil, et ça rebondit sur ce qu'a dit Jean et sur ce que dit Jérémy sur les zones d'influence, débarrassez-vous des personnes toxiques de votre entourage. Ah Il y ouais. en a- C'est vraiment, Complètement. moi j'ai fait un tri, mais de dingue quoi. Il y a des gens, en fait, ils font que te drainer de l'énergie. Comment tu fais pour les livres? Parce que en fait, ça semble facile dit comme ça, et je pense qu'il y a des gens qui ont envie de te dire, ouais, c'est super, mais j'en ai envie, mais j'y arrive pas. Comment on fait? Alors d'abord, il faut bien les identifier. Après, si c'est ton boss ou ton partenaire, ça va être plus compliqué. Mais si c'est juste des collègues de bureau, ben oui, Je ils pense que viennent oui. te voir. Et du coup, c'est ceux vers qui tu vas projeter le plus de j'en ai rien à foutre interne, hein, de ce que disait Jean, où tu vas essayer de ne pas rentrer dans la discussion pour aller gossiper à ton tour, quoi. Rentrez pas dans leur jeu, ils vont se lasser. Ouais, donc demain matin, vous faites une liste de 5 personnes nocifs. Vous savez ce qu'il reste à faire. Ok, il est 20h03. L'heure de couper, l'heure de respecter le timing. Merci à tous les trois, c'était vraiment hyper enrichissant. Et merci à vous qui nous avez écoutés, regardés. Vous nous avez posé des super questions, notamment une question où vous avez déjà eu réponse, mais je reprécise. Oui, vous aurez un replay. On est sur Livestorm. Livestorm n'est pas top sur portable. Par contre, l'avantage de proposer un replay rapidement derrière. Donc, du coup, vous allez avoir ça à disposition. Si vous avez la moindre question, le chat reste ouvert. Vous la posez. Et puis, voilà. Merci encore à Raise Ventures de nous avoir donné l'opportunité d'échanger avec vous ce soir. Bonne soirée. Et puis, voilà, essayez d'être productif et j'espère que vous trouverez le bon rythme. Merci. 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 À bientôt. Bye bye. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.